Alors dans ce tuto, nous allons parler de la sélection CSS. Alors la sélection CSS, qu'est-ce que c'est? On va regarder sur un exemple ce que l'on entend par sélection CSS. Alors j'ai un petit code ici fait d'un titre hasher et de 3 paragraphes derrière. Ce que je souhaite, c'est choisir ce paragraphe-là pour le mettre en rouge. Donc pour cela, je vais poser ce qu'on appelle un identificateur dessus et je vais écrire une règle CSS. Donc ma règle CSS commence par le sélecteur. Elle est suivie d'un bloc de déclaration. Ici, je n'ai qu'une déclaration avec un nom de propriété color, une valeur de propriété qui est red. Voilà. Donc, je vais regarder ce que ça donne. Donc, sélectionner, la sélection CSS ici consiste donc à sélectionner, à cibler, on dit aussi, on dit surtout de cette manière-là, à cibler ce paragraphe pour lui appliquer une liste de déclarations. On va regarder. Voilà ce que ça donne. Alors ici, on a choisi de mettre un identificateur. Alors un identificateur doit être unique. Alors pourquoi? Parce que c'est pas compliqué. Regardez, si je mets un identificateur ici aussi, eh bien là, le sélecteur, il ne sait pas quel paragraphe il doit choisir. Il y a confusion. Donc inévitablement, un sélecteur, un identificateur est unique. Il ne peut pas y en avoir deux. Alors si on veut sélectionner plusieurs éléments, il y a un autre moyen, c'est de passer par des classes. Donc ici, le même code, et je vais choisir de mettre deux paragraphes en rouge. Alors pour ça, je vais écrire non plus l'attribut ID, mais l'attribut classe. Je vais mettre le même nom, ça c'est pas un souci. Je vais mettre para pour la classe. Ici, je vais mettre aussi l'attribut classe. Et là, je vais écrire une règle CSS. Évidemment, elle ne sera pas identique, elle n'aura pas la même syntaxe. Donc, on commence par un point ici pour dire que c'est une classe. Et de la même manière, on donne le nom de la propriété et sa valeur. Ça ne change pas. Bien, donc on va regarder ce que ça donne. Et dans ce cas-là, on va avoir les deux paragraphes qui sont en rouge. Alors, j'ai fait ces deux exemples. Alors, ce que je veux dire maintenant, c'est que vous voyez que lorsque je décide de construire une classe ou un identificateur, je donne un nom. Donc, le programmeur donne un nom. Et lorsqu'on donne un nom, il y a des règles de nommage qu'il faut suivre. Alors, on va regarder ce que sont ces règles de nommage. Alors, ces règles de nommage, quelles sont-elles? Donc, je vous rappelle que les règles de nommage concernent le nom d'un identificateur ou le nom d'une classe. Alors pour donner ce nom, vous avez droit à des lettres minuscules, à des lettres majuscules, à des chiffres, et vous pouvez utiliser aussi le trait d'union et le tiret bas, qu'on appelle l'underscore. Alors il y a des contraintes spécifiques pour la première lettre, voire la deuxième lettre selon le cas. Alors, ces noms ne peuvent pas commencer par un chiffre, par deux underscores, ou un underscore suivi d'un chiffre, ou d'un trait d'union suivi d'un chiffre. Si vous ne voulez pas tomber dans ces problèmes-là, il suffit tout simplement de démarrer ces noms par une lettre, minuscule ou majuscule, vous n'aurez pas de problème. Alors il faut se souvenir, ça c'est très important, que les noms des identificateurs et des classes sont case sensitive, c'est-à-dire que c'est sensible à la case. Le CSS ne va pas cibler le paragraphe d'identificateur petit para et le paragraphe d'identificateur grand para, on ne va pas les cibler de la même manière. Il ciblera deux paragraphes différents. Alors par contre, CSS n'est pas case sensitive pour les noms des balises, HTML, les noms des valeurs, des propriétés et le nom des propriétés lui-même. Alors nous allons voir un nouveau sélecteur qui est le sélecteur de type. Alors ce sélecteur va nous permettre de sélectionner tous les éléments d'un même type dans un document. Donc ici, par exemple, on peut sélectionner tous les paragraphes. Alors au niveau HTML, on n'a rien à faire. Tout se passe au niveau de l'écriture du sélecteur et il suffit de donner le nom du type de l'élément, le nom de la balise et ensuite évidemment
d'écrire notre déclaration. Donc là, c'est tous les éléments de ce type dans tout le document qui seront sélectionnés. Alors, on va revenir sur les trois sélecteurs de base qu'on a vus. Donc, le sélecteur d'identificateur, on écrit, on se sert de l'attribut ID, on lui donne un nom, et on met un dièse devant ce nom pour le cibler. Sélecteur d'identificateur, on ne cible qu'un paragraphe. Ensuite, le sélecteur de classe, on utilise l'attribut classe, on donne un nom, on met dans le sélecteur un point devant pour dire la classe para. Et on cible tous les éléments qui ont cet attribut classe. Et le dernier, le sélecteur de type, où là au niveau HTML on ne fait rien, on écrit juste le nom du type de l'élément pour cibler tous les éléments du document. Alors au niveau de ces trois sélecteurs, il faut encore préciser quelque chose, c'est qu'on peut mettre devant le nom d'un identificateur le type de son élément et on peut faire la même chose devant la classe. Alors quelquefois ça sert à être plus précis ou quelquefois ça sert à améliorer la lisibilité. Enfin en tout cas c'est possible, c'est même très utilisé. Donc bien maintenant nous allons étudier un autre sélecteur qui est le sélecteur universel. Alors le sélecteur universel sert à cibler tous les éléments d'un document, y compris le body. Alors le plus souvent on s'en sert pour faire ce qu'on appelle des resets CSS, c'est-à-dire mettre les marges intérieures et extérieures à 0 pour s'affranchir des petites variations qu'il pourrait y avoir, enfin qu'il y a entre différents navigateurs. Alors on va regarder ce que donne le document, voilà, donc là il n'y a aucune marge. Alors je ne vous l'ai pas montré avant que je fasse le reset. Ça serait bien que je vous le montre parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Voilà, vous voyez, donc il y avait des marges et je les avais enlevées. Alors on va voir encore un nouveau sélecteur que j'appelle le sélecteur multiple. Alors le sélecteur multiple permet de mettre plusieurs sélecteurs dans une règle CSS pour appliquer le même bloc de déclaration. Donc là je vous montre par exemple, je sélectionne les éléments H2, je mets une virgule et je sélectionne aussi l'ID para. J'ai déjà mis le dièse et je lui applique un bloc de déclaration. Donc toujours la même chose, hein, je mets toujours le color red, peu importe. Donc là, je vais sélectionner les deux et appliquer le même bloc de déclaration. Donc j'appelle ça la sélection multiple. Bon, c'est pas un nom qu'on trouve dans la spécification, c'est moi qui le donne comme ça, pour s'en souvenir. Hein. Alors ici, on avait mis deux sélecteurs séparés par une virgule, mais vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Hein. À chaque fois, vous séparez par une virgule, vous en mettez deux, vous en mettez trois, vous en mettez autant que vous le voulez. Alors on va continuer notre étude de la sélection CSS par l'étude du sélecteur d'attributs. Alors donc là, j'ai un fichier qui contient un certain nombre d'images avec l'attribut title de positionner sur ces images-là. Alors ça va nous permettre de tester à peu près tous les cas. Ici, vous voyez, j'ai title juste avec Paris. Ici, j'ai title avec Paris au milieu de la chaîne de caractères. Ici, il se trouve au début. Ici, il se trouve à la fin. Et ici, il n'y est pas. Et à la fin, il n'y a pas l'attribut title. Donc, on va pouvoir tester tous ces cas de figure. Donc, voilà à quoi ça doit ressembler. Vous voyez, donc ici, il ne se passe rien parce que j'ai rien sélectionné au niveau de l'attribut. Donc on va commencer par le premier cas. Alors, on peut tester si l'attribut existe au niveau de l'élément image.
C'est ce qu'on fait ici. Donc on va regarder ce qui se passe là. Donc ici on devrait mettre, voyez, on met un border là de 10 pixels. Donc on devrait le mettre partout, sauf sur la dernière qui n'a pas, où l'attribut title n'existe pas. Donc on va regarder. C'est ce qui se passe. Vous voyez, c'est le dernier où il n'y est pas. Tous les autres, où l'attribut title contient quelque chose, eh bien nous avons le cadre qui a été mis. Bien, alors on va poursuivre par d'autres cas. Alors là, ce serait très riche, on peut presque tout tester. Alors on va tester le cas où on cherche que la chaîne Paris. Alors cette chaîne, elle peut être mise entre simple cote ou entre double cote. Par contre, elle est case sensitive, la recherche. Donc ça, on va le regarder. Donc là, je recherche Paris et uniquement Paris dans la chaîne de caractères. Vous voyez, il n'y a que ce cas de figure où ça correspond, puisque dans les autres cas, Paris figure, mais accompagné d'autres mots. Il n'est pas seul. Alors, si on veut rechercher l'existence de Paris, quelle que soit sa position, alors, on va d'abord regarder, on va bien regarder, si on met un petit Paris, on va vérifier que c'est bien case sensitive. On va le faire une fois pour toutes, celui-là. Vous voyez, là, il n'y a plus rien, puisque moi, je n'ai que des paris avec la majuscule. Bon, ceci étant dit, on va passer au cas suivant qui consiste à rechercher Paris, quel que soit son emplacement. Donc, on met une étoile devant le égal. Et là, forcément, donc, il y en a 4, là, il y est seul, là, il est au milieu, là, il y est au début, là, il y est à la fin, là, il n'y a que arc de triomphe, et là, il n'y a pas l'attribut title. Alors, on va faire le cas suivant. On va regarder les cas de figure où il se trouve au début. C'est ici, là. Donc, au début. Alors, quand il est seul, bon, il est forcément au début. Et ici, il est au début aussi. Alors, on peut tester une autre position qui est la fin. Avec le dollar, c'est pareil que dans les expressions régulières, là. Donc, le dollar à la fin, ça va donner ça. Donc là, il est seul. Et là, il est accompagné d'autres mots, mais à la fin. Dans les autres cas, il n'y est pas. Bien, on va continuer l'étude des sélecteurs par l'étude des combinateurs. Alors pourquoi combinateur? Parce qu'on va combiner des sélecteurs pour travailler sur l'arborescence du document. On va travailler sur des relations de type ancêtre, descendant, donc parent-enfant, ou voire des relations de frères, frères d'un même parent. Donc c'est plus facile sur des exemples. Donc on va commencer par le combinateur de descendants. Alors ici j'ai un code. Qu'est-ce que j'ai dans ce code? J'ai deux boutons ici. J'ai mis des formulaires pour pas que ce soit des enfants directs. Peu importe. Donc là j'ai deux boutons qui sont stylés au moyen d'une classe qui s'appelle la classe push-bouton. La classe push-bouton elle est ici. J'ai juste mis un background color en vert et une bordure. Alors qu'est-ce que ça donne ça au niveau visuel? Bon, eh bien, on a juste deux boutons l'un sous l'autre. Bah, c'est d'ailleurs pas terrible, mais enfin, peu importe. Alors, ce que je veux faire, c'est cibler un bouton pour le mettre en display none. Par exemple, le bouton connexion. Alors, si j'utilise que la classe push bouton, je suis gêné parce que je sélectionne les deux. Donc, comment je vais faire? Je vais combiner. Alors, je vais combiner, regardez. Je vais mettre alors, la classe push bouton, je vais m'en servir. Donc ce que je veux, c'est mettre un display none.
Donc il est bien évident que si je fais ça, c'est les deux qui disparaissent. Hein. On va pas aller voir, mais c'est évident. Hein. Donc ce que je vais faire devant, je vais mettre ici un ancêtre au bouton connexion qui est cet élément-là. Je vais prendre cet ID là. Je vais mettre devant. Donc je vais mettre un dièse, dialogue, connection. Et je mets un espace entre. Hein. Ça, c'est important. Donc regardez là, j'ai travaillé. Voilà. Donc là, j'ai plus que le bouton de déconnexion. Donc le bouton connexion a été mis en display none. On ne le voit plus. Donc là, vous voyez que j'ai travaillé sur la relation ancêtre descendant, je pense, puisque là, c'est pas parent-enfant. J'avais mis un forme exprès entre. Et ça m'a permis donc de cibler malgré tout le bouton. Vous voyez, sans rien ajouter. Alors on a d'autres combinateurs. On va regarder d'autres exemples. On a le combinateur d'enfant direct. Alors par exemple, je veux cibler... Ah ben là, la solution est déjà là, donc je vais l'enlever. Donc si par exemple je veux cibler ces deux paragraphes et pas ces deux-là. Alors ces deux paragraphes, je vais me servir donc toujours de l'arborescence. Il y a un ancêtre qui est le body. D'accord? Donc ces deux paragraphes sont des enfants directs du body. Ces deux paragraphes-là ne sont pas des enfants directs puisque le body est grand-parent et grand-père de ces deux paragraphes-là. Donc ce que je vais donc écrire, je vais choisir mon body. Je vais mettre ce signe-là entre les deux. Derrière, je vais mettre mes paragraphes et je vais mettre un color de point red. Je vois pas ce qu'elle fait là, elle. Voilà. Donc ce type de combinateur, c'est le combinateur d'enfant direct. Donc ce sont ces deux paragraphes-là qui vont être mis en rouge. Voilà, les deux premiers, qui sont enfants directs du body. Donc on va regarder d'autres cas où on va travailler sur des frères. Dans les deux cas, on travaille sur des frères. Alors ici, on va regarder le combinateur de frères adjacents, du frère adjacent. Pourquoi? Parce qu'on va sélectionner qu'un frère. Alors ce qu'on veut, c'est sélectionner le premier paragraphe ici. Donc c'est un paragraphe qu'on veut sélectionner. D'accord? Mais il faut qu'on se repère par rapport à autre chose. Donc ce paragraphe est directement frère de l'élément article ici. Donc on va se servir d'article et on va mettre un plus entre les deux. En mettant un plus entre les deux, on sélectionne le premier frère adjacent. Voilà, vous voyez, le premier frère, pas le second. Alors si on veut sélectionner maintenant tous les frères adjacents, eh bien on va, bon là je vais quand même le recopier, parce que c'est pas, il n'y a pas grand chose à changer. On va mettre quoi? À la place du plus, on va mettre un tilde. Voilà. Et à ce moment-là, on va sélectionner tous les paragraphes qui sont derrière l'élément article. Alors, on les confond souvent, cela, entre le plus et le tilde. Mais il faut les apprendre. Hein. Ouais, donc là, on sélectionne les deux. Donc, on va continuer l'étude de la sélection en étudiant les pseudoclasses. Alors, les pseudoclasses, qu'est-ce que c'est? C'est un élément qu'on peut rajouter à un sélecteur pour sélectionner l'état d'un élément. Alors on va regarder tout de suite sur un exemple, l'exemple des liens, c'est peut-être plus facile. Alors sur les liens, vous avez des liens qui sont visités, d'autres qui ne le sont pas. Vous avez des liens qui sont survolés, d'autres sur lesquels vous êtes en train de cliquer.
Donc vous pouvez sélectionner ces états. Alors on peut mettre une pseudo-classe, la pseudo-classe link, pour sélectionner les liens qui ne sont pas visités. Donc on va regarder là. On a du vert. On va un peu grossir parce qu'on voit pas grand chose. Donc on peut continuer et cibler les liens qui sont visités. Donc ici vous voyez, donc on a mis la balise A et le 2 points visite qui lui est la pseudo-classe. Donc là on a mis de l'orange pour un lien visité. Donc je visite et là maintenant qu'il est visité, il est passé orange. Ensuite il y a un autre état qui est le lien actif, et le dernier qui est le lien survolé. Alors je pense que je ne suis pas dans le bon ordre. Normalement c'est ouvert avant active. Bon, alors ouvert, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que j'ai programmé? Pour ouvert, j'ai mis un texte décoration non. Donc on devrait avoir ici, il faut charger la page quand même, vous voyez, voilà. Donc quand je survole, la décoration est supprimée. Et pour le lien actif, il est rouge. Donc si je le clique, lui là, il est rouge lorsque je le clique. Voilà, donc ça, ce sont les pseudo-classes des liens. Alors, il y en a d'autres qui concernent la hiérarchie des éléments. Donc on peut sélectionner des éléments selon leur position hiérarchique au niveau de l'arborescence, c'est-à-dire qu'on peut sélectionner des éléments s'ils sont premier enfant, dernier enfant ou enfant d'ordre n. Donc pour ça, on se sert d'une pseudo-classe. Donc ici nous avons un code avec une liste de paragraphes qui sont premier paragraphe, deuxième paragraphe, troisième, quatrième, cinquième. Donc ça, au niveau du body, là, ce sont des premiers enfants, deuxième enfant, troisième, quatrième et cinquième. Donc on va voir ce qu'on peut faire en premier. En premier, on peut sélectionner un paragraphe qui est premier enfant de son parent. Donc on met la balise P, donc l'élément P, avec une pseudo-classe qui est la pseudo-classe First Child. Et là on met la couleur orange. Donc on aura le premier paragraphe en orange. Si maintenant on décide d'utiliser la deuxième possibilité qui est la possibilité Last Child, là on va avoir du bleu et on va sélectionner le dernier élément qui lui sera en bleu. Voilà. Et on a une dernière possibilité, c'est de sélectionner les enfants par leur rang. Alors le rang commence à 1. Donc ici on sélectionne le deuxième, donc celui-là. Et lui on le met en rouge. Ah, mais il ne veut pas. J'ai peut-être pas sauvegardé. Voilà, c'est ça, j'avais pas sauvegardé. Donc le deuxième paragraphe est en rouge. Voilà. Alors on peut faire des choses encore un petit peu plus sophistiquées, c'est qu'on peut sélectionner les éléments selon qu'ils sont de rang pair ou impair. Donc on peut sélectionner les éléments impairs, là c'est le mot-clé OD. Ouais. Donc là on a bien les impairs, le premier, le troisième, le cinquième, où on peut sélectionner les pairs. Donc là c'est even. On peut même mettre des formules mathématiques, hein. Mais je le ferai pas. Bien. Et on va étudier une dernière classe de pseudo-classes. C'est des pseudo-classes que j'appelle de type input. Donc là, on peut sélectionner des inputs selon qu'elles sont actives
inactive, voire checkée. Donc là, on va commencer par les inputs qui sont actives. Donc là, on a mis du vert dedans. Ensuite, on peut sélectionner les inputs qui sont inactives. Là, j'ai encore pas sauvegardé. Et ensuite, on peut sélectionner les inputs qui sont checkés. Voilà. Là, on met une marge là, parce que on ne peut pas faire de coloriage. Voilà. Donc là, j'ai mis une marge de 100 pixels. On a vu que ça s'était décalé. Donc voilà ce que l'on peut faire avec les pseudo-classes. Alors, il y en a beaucoup. Ça, ce sont vraiment les plus utilisés. Alors, nous allons terminer l'étude des sélecteurs par l'étude des pseudo-éléments. Donc, les pseudo-éléments manipulent des morceaux de contenu. Donc, on va avoir un premier exemple. Donc ici, on a juste un paragraphe. On va sélectionner la première lettre pour la styler de façon différente par rapport aux autres. On appelle ça une lettrine. Là, donc on va mettre un font size de 200%. On va mettre une couleur orange. Donc comment est constitué le pseudo-élément? Vous voyez le pseudo-élément là, il y a le nom du pseudo-élément, first letter, et il y a deux fois deux points entre le nom du pseudo-élément et le nom de la balise sur lequel il est appliqué. Donc on va regarder l'effet. Voilà, la première lettre, donc elle est de taille beaucoup plus grande et de couleurs différentes. Alors on en a un autre qui consiste à travailler sur la première ligne. Donc ici on a un paragraphe, dedans j'ai mis pas mal de lorem. Alors on va regarder, donc ce pseudo-élément il s'appelle firstLine. Donc syntaxe est la même, on va mettre la première ligne en orange. Voilà, donc là vous pouvez voir aussi que c'est dynamique. Hein. Là, la première ligne, vous ne savez pas où elle s'arrête, hein, puisqu'elle varie en fonction de la taille de la fenêtre. Hein. Donc ça c'est quand même intéressant. Enfin, il y a les deux derniers. Alors les deux derniers travaillent de concert. Ils sont là pour ajouter du contenu avant l'élément ou après. Donc on va voir cet exemple-là, on place 3 liens, on va venir ajouter une image devant les liens et rajouter un 2 points derrière les liens. Donc pour cela, on va se servir des pseudo-éléments before ici et after. Alors, on va rajouter du contenu. Le contenu se trouve dans la propriété content, dans les deux cas. Alors, dans le premier cas, on rajoute une image au moyen de cette URL. Et dans le deuxième cas, on rajoute un 2 points. Là. Donc on va regarder ce que ça fait. Alors l'image, elle est ici. Hein. Voilà. Donc l'image est ajoutée devant le lien et le 2 points est ajouté derrière. Voilà. Merci.